Pas d'autres questions? Eh bien, on va passer la parole au seul chirurgien de l'équipe, finalement, Pascal Mousselard, qui va nous faire un peu les critiques de ce qu'on fait, je pense. Bien, bonjour à tous et merci de cette invitation qui me donne aussi l'occasion de souligner, de remercier Jacques Chirasse et puis de souligner la qualité de la collaboration qu'il y a au quotidien entre nos deux équipes, qui est une collaboration essentielle. Et ici, on en a vu les applications, mais quand c'est un caractère d'urgence, qu'il y a un volume de patients à traiter important, ça nécessite que tout le monde s'entende bien. On a un staff hebdomadaire ensemble pour ce qui concerne les tumeurs, mais pour tout ce qui est traumatique aussi, il faut que nos collaborateurs plus jeunes puissent s'entendre et tout ça, c'est lié quand même à la volonté des chefs de service de faire que ça se passe comme ça. Le problème, c'est qu'on a parlé de technique, on a parlé un peu d'indication, mais on n'a pas réfléchi pour l'instant à savoir si ça avait un support théorique réel d'aller faire des gestes de reconstruction à l'intérieur du corps vertébral dans ces traumatismes du rachis thoracolombaire. Et on va parler essentiellement ici des fractures de type A. Je vous rappelle très rapidement cette classification qui est la classification dite de Magerle, qui est en fait la classification de Lao, qui regroupe les fractures du rachis thoracolombaire en trois grands groupes. Je ne sais pas s'il y a une flèche. Oui, les fractures de type A, qui sont des fractures en compression et qui peuvent s'associer de façon plus ou moins importante à un vecteur de flexion. Les fractures de type B et de type C, les types B qui sont des grandes flexions ou des grandes distractions, et les fractures de type C qui sont des grandes rotations. Ces deux derniers types de fractures ne posent pas vraiment de problème pour la discussion d'un geste de reconstruction vertébrale, parce que ce sont des fractures qui s'associent à des instabilités ligamentaires ou discoligamentaires très importantes et qui donc ne souffrent pas de discussion. L'arthrodèse est obligatoire, l'instabilité est majeure, et même quand ça aura cicatrisé sur le plan osseux, il restera une instabilité discoligamentaire, donc il faut faire la réduction, l'ostéosynthèse et l'arthrodèse. Il faut qu'il y ait une greffe pour que le segment redevienne stable. Le vrai problème, c'est les fractures de type A. Ce sont des fractures en compression. L'instabilité théorique est temporaire, liée uniquement à la fracture, et une fois que la consolidation sera obtenue, le rachis redeviendra stable. Oui, mais la question est de savoir si dans ce traumatisme en compression, les disques adjacents à la fracture ont été lésés ou pas. S'ils ont été lésés, alors il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir un geste purement osseux, puisque le disque adjacent va dégénérer, et donc on va avoir un problème à l'avenir de douleur ou de lombalgie liée à la discopathie secondaire au traumatisme. S'il n'y a pas de lésion discale, alors ça remet vraiment en question le fait, chez ces patients le plus souvent jeunes, comme on vient de le voir dans la communication précédente, d'aller réaliser une fixation et une arthrodèse avec une fusion de au moins 2 niveaux discaux qui, en lombaire, peuvent avoir une certaine utilité pour l'avenir. Mais le problème, c'est que quand on regarde la littérature, c'est difficile de répondre à cette question. Certains auteurs préjugent qu'il existe une discale. Et pourquoi ? Parce qu'on conclut du fait que quand on fait des séries à long terme, vous voyez ici, je vous ai retenu quelques articles qui voient a posteriori des patients et qui montrent qu'il y a une perte de correction en angulation avec 10 degrés de syphose, et que c'est une angulation dans le segment vertébral, donc 2 vertèbres, un disque, et que pour 75%, cette perte de correction se fait dans l'espace discal et uniquement pour 25% dans le corps vertébral. Donc ils en concluent qu'il y a une lésion discale. Oui, mais c'est une analyse purement radiographique dans ces articles. Celui qui a le plus défendu le fait qu'il y ait une lésion discale, finalement, c'est Honner, c'est une équipe hollandaise qui fait beaucoup de traumatologie rachidienne, excellente équipe, et qui a publié même en 1998 une classification de ces lésions discales. Et on en est venu à la conclusion, après Honner, qu'il existait des lésions discales de temps en temps après ce type de traumatisme. Sauf que quand on relit cet article, on s'aperçoit que c'est une étude à distance, à long terme, sans comparaison avec un échantillon comparatif de population. Est-ce que finalement, dans la même tranche d'âge, il y aurait le même niveau de lésion discale? Et on n'a pas d'IRM post-traumatique, donc on ne savait pas si ces patients avaient déjà ou pas une lésion discale avant.
Deuxième problème, c'est que quand on lit cet article de près, il y a des fractures de type B. Et donc la lésion discale est obligatoire dans ces fractures de type B, ça fait même partie de leur définition. Ici, un article plus perturbant qui est apparu en 2013 sur une série de 26 patients qui conclut au fait que souvent, il va y avoir une dégénérescence discale au niveau adjacent au plateau vertébral lésé, sur 26 patients suivis à 12 mois. Et puis on voit l'inverse. Quand on regarde cet article, très intéressant et relativement ancien, sur une petite série, on voit que c'était le premier à en avoir parlé, avec des traitements non agressifs, uniquement par corset, aucun changement de morphologie du disque à l'IRM, avec des suivis à long terme chez cet auteur, sur une toute petite série. Et assez curieusement, Honner, le même auteur qui a décrit la classification des lésions discales, fait une étude en 2013, donc 10 ans plus tard, sur 20 patients, à qui il fait une ostéosynthèse sans arthrodèse, il fait un scanner, une IRM en préopératoire, puis après l'ablation de matériel à 1 an post-opératoire, et là il conclut qu'il n'y a pas de lésion discale. Donc c'est assez curieux, et on s'est dit qu'on allait peut-être nous faire une étude pour voir ça, et donc on a suivi 56 patients avec des fractures de type Magerle A, quel que soit le traitement, chirurgical ou orthopédique. Ils ont tous eu un scanner et une IRM avant le traitement. Pourquoi? Parce que le scanner nous montrait mieux la fracture sur le plan osseux et qu'elle nous permettrait d'évaluer la hauteur vertébrale avec une certaine précision, ce que ne nous donnait pas l'IRM, et la hauteur discale de l'espace discal. Donc on a mesuré cet espace discal, ce qui est très difficile dans ce type de fracture, puisqu'on peut avoir des enfoncements centraux, des enfoncements antérieurs, des enfoncements postérieurs du disque. Donc où mesurer le disque, ce qui est un facteur qui rend les études peu fiables. Et donc on a défini un index en faisant une moyenne entre la hauteur antérieure, médiane et postérieure. Et puis on a étudié à l'IRM le signal du disque, et puis on les a classés selon Honner, puisqu'il y avait une classification officielle des lésions discales dans les fractures de type A. Les résultats nous montraient qu'on avait une répartition assez habituelle, corrélée à ce qu'on voit dans la littérature sur le type de fracture et sur leur localisation, essentiellement des types A1 et des types A3. Et là, les résultats ont été extrêmement surprenants, parce que quand on étudie la hauteur du disque sur la ligne médiane, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune perte de hauteur discale dans ces fractures. Et qu'il y a même, pour les A3, une augmentation de hauteur discale par rapport à ce qu'on peut voir dans la littérature qui montre qu'on perd de la hauteur discale. Pour ce qui est des disques, on s'aperçoit qu'on n'a jamais trouvé la catégorie montrée par Honner de discopathie, ni au-dessus, ni au-dessous, et quel que soit le type de fracture, il n'y a jamais d'anomalie de signal, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anomalie tissulaire, mais en tout cas, on ne peut pas dire à partir de l'imagerie qu'il existe des lésions discales précoces dans ce type de fracture. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve une perte de hauteur discale dans la littérature, alors que nous, on ne retrouve aucune perte de hauteur et plutôt une augmentation de hauteur? Eh bien, probablement pour une raison précise, c'est qu'on a assimilé la perte de hauteur discale à une analyse radiographique et que les auteurs assimilent l'espace discal radiographique à l'espace discal anatomique. Et vous avez sur cette imagerie l'explication de ça. Ici, on a effectivement une perte de la hauteur discale, mais si on calcule où est le disque, il est enfoncé dans la vertèbre. En réalité, il n'a pas perdu de hauteur, il est même très sain, vous voyez, il a un très beau signal, mais il est impacté à l'intérieur du corps vertébral. En conclusion, probablement que les fractures de type A sont des lésions purement osseuses, et donc il y a une vraie justification chez ces sujets jeunes à essayer d'obtenir une chirurgie intracorporéale préservant les espaces discaux et reconstruisant la vertèbre, mais ça souligne le nombre d'objectifs à atteindre, qui est très difficile. Probablement que les objectifs ne sont pas les mêmes chez un sujet jeune avec une activité et une espérance de vie prolongée et chez un sujet âgé ostéoporotique, et qu'il faut défendre la différence d'objectifs. Dans un premier cas, il y aura une exigence sur la réduction anatomique et sur la restitution de l'équilibre, donc la correction de la kyphose. Dans le deuxième cas, l'objectif, c'est la stabilisation, la rapidité de l'indolence et la verticalisation rapide. Donc, lorsqu'on va s'adresser à une fracture traumatique du sujet jeune, on aura différents types aujourd'hui de techniques qui sont proposées. Soit une stabilisation sans geste de réduction, ou réduction
par Beuler ou Miss en hyperlordose qui utilise uniquement le taxis, mais qui aura un effet purement périphérique, comme on a pu le voir sur notre étude. Le plateau central ne sera pas relevé, et à ce moment-là, l'objectif, c'est simplement la stabilisation par la vertébroplastie. On peut associer un geste d'ostéosynthèse, comme ça a été montré précédemment, sans arthrodèse, et qui permettra d'enlever le matériel, et on essaiera d'obtenir donc une espèce d'effet taxis amélioré ou des gestes par la voie pédiculaire de relèvement du plateau vertébral, et éventuellement une stabilisation immédiate de la vertèbre fracturée par l'injection de ciment. Troisième possibilité, et sans doute l'objectif le plus ambitieux, c'est de réduire et de stabiliser par une voie percutanée en agissant sur le corps vertébral. Mais aujourd'hui, les différents systèmes qui sont proposés ne permettent que de gonfler quelque chose dans le corps vertébral, que ce soit un ballon, un stent, un cric, mais où est le geste qui analyse la fracture avant et où doit se situer le geste, comme pour une fracture du fémur, du tibia, où on va mettre le bon fragment au bon endroit. C'est là l'objectif principal que devrait avoir ce type de geste. Donc les moyens, c'est la réduction et le ciment, ou la réduction plus l'implant plus le ciment. Voilà aujourd'hui l'association des deux techniques. On va pouvoir faire une ostéosynthèse percutanée, minimalisée. On n'a pas besoin de greffe puisqu'on ne veut pas d'arthrodèse. On va réduire par les manœuvres de taxis et sur le matériel. Et puis on aura des incisions minimales. Et on pourra, une fois qu'on a fait cette synthèse, ajouter l'injection de ciment qui associera la stabilisation immédiate et éventuellement de raccourcir le montage. Deuxième possibilité, c'est le terme générique, mais qui est un peu faux, comme le disait Jacques Chirac, et j'en suis assez d'accord, de kyphoplastie. En quoi est-ce que ça réduit la kyphose? On gonfle quelque chose dans le corps vertébral, on fait une cavité. Probablement que lorsqu'on est en appui sur de l'os assez dense, on va pouvoir avoir secondairement un effet de réduction, mais sinon, mécaniquement, l'impact se fera essentiellement de gonfler là où c'est le plus fragile, comme c'est assez logique quand on va gonfler un ballon dans une vertèbre fracturée. Autre possibilité, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de développement actuellement dans ce type de technique, c'est d'essayer de diriger le geste. Je ne sais pas si la vidéo passe, là elle ne passe pas. Donc de diriger le geste de relèvement du corps vertébral. Et on voit qu'on pourrait très bien, la vidéo ne passant pas, je ne peux pas vous le montrer, utiliser des systèmes qui vont aller chercher plutôt en avant pour une A1, plutôt au milieu pour une A3, et essayer de relever idéalement sous contrôle radiographique. Et puis, la dernière possibilité, c'est de mettre un implant, mais là aussi, on ne peut pas diriger le geste, on ne peut pas l'orienter, et le déploiement se fait initialement, obligatoirement, dans la zone de moindre fragilité, jusqu'à pouvoir avoir un appui. En conclusion, il y a probablement une place réelle pour les différentes techniques qui doivent avoir leurs différentes indications, si c'est chez le sujet jeune ou si c'est sur os ostéoporotique. La place de chacune de ces techniques aujourd'hui, elle reste assez mal définie. Est-ce qu'elles doivent être isolées? Est-ce qu'elles doivent être associées à d'autres techniques? Et puis le niveau de performance sur la réduction, aujourd'hui, il n'est pas du tout évalué. On n'a même pas les moyens techniques de bien évaluer ces niveaux de performance, aussi bien sur les instrumentations, et là il y a probablement un grand champ d'investigation pour les progrès techniques avec les nouvelles techniques d'imagerie embarquées au bloc opératoire. Et puis reste le problème non résolu, qui est celui du ciment, dont on a peu parlé. C'est un ciment par abus de langage, mais c'est une résine qu'on injecte dans un corps vertébral. Quid à distance, à long terme, chez le sujet jeune, de boules de ciment dans un corps vertébral? Probablement que la place des ciments biorésorbables doit progresser. Leur qualité mécanique aujourd'hui ne permettent pas d'obtenir une stabilité immédiate. Et donc, il y a encore un grand champ de recherche dans le champ des stabilisations. Merci. Merci Hugues de cette très belle contribution. Il y aura quand même un certain nombre de questions que je voudrais te poser parce que c'est un sujet passionnant. La première question, c'est, tu nous as parlé des différences entre les fractures chez les jeunes et chez les personnes âgées. Je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'il y a des différences de traitement entre les niveaux? C'est-à-dire qu'une fracture thoracique supérieure, vous aurez la même nécessité de réduire la fracture
A, de type A, qu'au niveau dorso-lombaire ou au niveau lombaire? Non, je pense que d'abord le retentissement de 15 degrés de syphose en L5 sur l'équilibre n'est pas le même que 15 degrés de syphose en T2. En T2, la flèche va être très faible, donc ce qui compte, c'est l'angulation régionale, c'est-à-dire si on corrige par rapport à la syphose locale, physiologique, on admet en gros que 20 degrés devient embêtant, mais l'exigence n'est pas la même. On tolérera beaucoup plus de la syphose dans la syphose et en haut que de la syphose dans la lordose et en bas. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Oui. Donc tu penses qu'il vaut mieux réduire, c'est-à-dire faire des vertébroplasties expansives dans la région lombaire et dans la région de la charnière thoraco-lombaire, plutôt qu'une vertébroplastie simple, dès lors qu'il y a une modification de la balance sagittale. Tout à fait. Et sur la balance frontale? Je pense qu'on la sous-estime, c'est très toxique. L'angulation dans le plan frontal est très mal supportée. Et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais cliniquement, les patients le supportent très mal et on s'adapte très mal à un déséquilibre frontal. C'est-à-dire que le déséquilibre frontal est assez tolérant jusqu'à une certaine limite, mais une fois cette limite franchie, il n'y a pratiquement aucune capacité de correction. C'est-à-dire que dans le plan sagittal, le patient ressent le déséquilibre, mais on peut rétroverser le bassin, on peut fléchir les genoux, donc on s'adapte très facilement, même si il est très étudié et qu'on le connaît. Mais le déséquilibre frontal, en fait, il n'y a pas de possibilité de correction. On est fait pour marcher sur deux jambes. Une fois que la ligne de gravité atteint la hanche, c'est fini. S'il n'y a pas de canne, on ne peut pas tenir debout. Et donc c'est très mal toléré. Oui, ce qui veut dire qu'en fait, le système du cric, qui a l'avantage en fait de gonfler différemment d'un côté et de l'autre, permet de réduire le déséquilibre frontal. S'il réduit. Ouais. La vraie question, c'est ça. La deuxième question parle du disque. Le disque, tu dis qu'il est lésé, que parfois il n'est pas lésé. J'avais vu récemment une présentation où on faisait de la cimentoplastie discale. Est-ce que par exemple, si sur une fracture traumatique, et le disque est lésé, est-ce qu'il faut mettre du ciment dans le disque ou est-ce qu'il faut le laisser de côté? Est-ce que c'est une qualité ou un défaut? D'abord, moi je pense dans les types A, il n'y a pas de lésion discale. Oui. Je pense qu'il n'y en a pas. Après, la cimentoplastie discale, c'est un traitement plutôt d'une pathologie dégénérative. Je ne pense pas que ce soit un traitement de la pathologie traumatique. D'accord. Oui. Tu faisais allusion tout à l'heure, tu as trouvé des disques qui étaient de hauteur même augmentée. Oui. En fait, moi je me rappelle, j'avais fait ma thèse, pas Camille, je ne sais pas combien de temps, on disait, dans les beulaires, il y a des cas où on réduit dans le disque. C'est-à-dire que le disque, il est augmenté de hauteur, oui. Donc ça, forcément, ça va être perdu, la réduction va être perdue. Oui. Alors que quand c'était réduit dans la vertèbre, le disque reprenait sa hauteur normale, et puis s'il consolidait avant de se retasser, on pouvait en garder un peu plus. Enfin, bon, l'expérience montrait que sans fixation, elle se remettait souvent dans son état initial. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de distraction du disque quand il n'y a pas assez de réduction osseuse. Donc voilà, la clé, c'est la réduction osseuse, en fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Le problème, c'est que pour l'instant, on analyse la réduction que sur l'ampli ou la radio. Donc, je m'étais même dit, et j'ai fait faire une étude dans le service après ça, de dire, puisque on sous-estime la réduction et que le disque est entier, mais que cette réduction insuffisante de l'espace discal radiographique correspond en fait au fait que le disque est toujours dans le corps vertébral. Je me suis dit peut-être que l'inverse est vrai. Si on réduit l'espace discal radiographique, alors c'est corrélé à une bonne réduction du corps vertébral. Eh bien non. En fait, non. On a fait la comparaison à la radio. Donc, le taxis, en fait, sur le plateau, il ne marche pas. Il y a un taxis périphérique par l'annulus. Et après, ça peut revenir ou pas revenir, mais il n'y a pas de taxis. C'est probablement un peu comme dans les cumeules, les clefts et tout ça. Quand ça bouge bien et que l'os n'est pas impacté, ça doit remonter. Quand on le met
en lordose. Mais chez le jeune, quand c'est impacté, un peu comme dans les calcanéums ou dans les plateaux tibiaux, c'est très dense en fait, et on le voit chirurgicalement. Quand on a un tassement du jeune, une bonne A1, on n'arrive pas à relever, même quand on met, ce que fait même Jérôme Tonetti à Grenoble, c'est que quand il fait une kyphoplastie pour les types A1 très tassés comme ça, il commence par passer une spatule et couper les ponts osseux tassés jusqu'en avant d'essayer de relever, parce que ça ne remonte pas. Donc c'est pour ça que je dis le cric, il faut des forces. Il y avait deux questions additionnelles, purement techniques chirurgicales. Il y a premièrement, donc tu n'as pas le scan avec la table en carbone, parce que le scan PEROP, ça permet quand même de voir. Bon, oui. Mais donc on a touché ça il n'y a pas longtemps, c'est peut-être intéressant. Et deuxièmement, je reviens sur le vissage de la vertèbre fracturée, si les pédicules sont intacts, je pense que les vis, si elles sont convergentes, doivent peut-être contribuer à relever ou à soutenir le plateau enfoncé. Oui, nous on le fait systématiquement, c'est-à-dire sur le scanner préopératoire, si le pédicule est conservé, on visse la vertèbre fracturée. Quand tu regardes les présentations de Mastretti sur les techniques de vertébroplastie expansive, il a quand même un taux de réduction fracturaire très important, avec une restitution à d'intégrome. C'est son objectif avec les systèmes de SpineJack. Est-ce que, plutôt que de faire une instrumentation en première intention et ensuite complétée par du ciment, et s'il ne serait pas peut-être plus logique de commencer par essayer de mettre l'implant, et puis si jamais la réduction n'est pas suffisante, à ce moment-là, faire l'instrumentation qui est quand même un petit peu plus lourde pour le patient? Non, mais sur la théorie, je suis parfaitement d'accord. Le problème, c'est est-ce que les moyens techniques dont nous disposons et ceux que nous utilisons atteignent ce but théorique? Et moi, je reviens à des basiques chirurgicaux un peu orthopédiques, je suis désolé, mais la réduction, c'est d'appuyer au bon endroit sur le bon fragment, de le déplacer et de le mettre à l'endroit où on veut et qu'il y reste. Ça fait beaucoup d'objectifs. Et pour l'instant, il me semble qu'on est contraint par l'instrument. C'est-à-dire que ce qu'on nous propose, premièrement, pour moi, après, je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais le ballon est une théorie que je ne comprends pas. Non, je suis d'accord avec parce que gonfler dans quelque chose qui est cassé, ça pousse ce qui est cassé. Et ça ne va pas... Voilà. Ça va, après... L'idée du SpineJack est une bonne idée. Est-ce qu'elle marche? Je ne sais pas. C'est one shot avec une direction qui est imposée et avec des contraintes mécaniques qu'on ne connaît pas et une expansion qui est prédéfinie. Tout ça alors que les fractures sont variables. La A1, la A11, la A21, la A3 ne sont pas les mêmes fractures. C'est-à-dire que tu le positionnes où tu veux, tu donnes l'inclinaison dans le plan sagittal, dans le plan frontal, en fonction de ta voie d'abord. Tu as pas mal de marge de possibilités. Et puis une fois que tu as mis ton SpineJack, non seulement tu le mets, mais tu peux cimenter au-dessous. Par la même voie d'abord, il nous arrive de faire un complément de cimentoplastie sous-jacent au SpineJack, de manière, à, si vous voulez, à ne pas le laisser en l'air, mais à lui consolider le pied. Hein? Non, moi je veux bien, mais après... La preuve, on peut l'avoir, il faut faire des scanners. Oui, bien sûr. Mais donner des résultats sur des radios ou sur des angles... Ah non, c'est uniquement sur des scanners avec reconstruction. D'ailleurs, c'est l'objectif de leurs études. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, une autre question. Jean-Denis Laredo nous a montré un espèce de ballon en je ne sais pas quoi qui était un peu rigide. Le stent. Oui. Le plateau inférieur est intact. Le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, oui. Dans 90% ouais. des cas. On ne pourrait pas inventer une espèce de stent, vous appelez ça stent, je ne sais pas comment vous appelez, parce que ce jack-là me paraît petit, me paraît pas pouvoir expandre l'ensemble du corps vertébral. Or, si on avait un système comme Jean-Denis nous a montré, et qu'on puisse augmenter les pressions suffisantes
pour pouvoir remonter l'ensemble d'un seul coup. Oui, bien sûr, mais le système existe. Et alors j'ai une deuxième question, très précise pour toi. Est-ce que avec l'IRM, mais peut-être bien étudié, on peut voir que le disque est intact sur le plan anatomique? On ne peut pas arriver à voir ça. Parce que je comprends très bien avec le scanner, les petits fragments, etc. Très très bien. Mais est-ce qu'à l'IRM, on peut avoir cette idée? Pourquoi? La réponse, elle est extrêmement simple. Un disque normal en IRM, il est blanc, et de ce qu'on voit, c'est l'eau qui est dans les protéoglycans. Si vous faites un tassement vertébral, les protéoglycans, dans les premiers jours ou les premières semaines, ne bougeront pas. C'est pour ça qu'ils restent blancs. Le problème, c'est de savoir ce que ça donne 3, 4, 5 mois après, quand les protéoglycans ont perdu leur pouvoir osmotique et ne retiennent plus l'eau, et c'est là où le disque se tasse. Mais immédiatement, le disque va rester comme il était, c'est-à-dire normal chez un jeune. Oui. Moi, je crois que la réponse, en fait, elle est très simple. Cette fracture, elle est extrêmement fréquente. Un chirurgien qui consulte 40 malades par semaine, si cette fracture, elle devait donner des dégénérescences discales, ça devrait être un de ses recrutements principaux de lombalgique. Et on ne les voit pas, ces patients-là, ils n'existent pas. Cette expansion, quelle pression on peut amener à mettre dans cette état-là? Parce que plus la pression va être grande, plus on va corriger. Si on met une petite pression. Oui. Moi, j'ai l'impression que le vrai secret, c'est ce que tu as dit, ce que faisait Jérôme Tonetti à Grenoble. Mhm. C'est un instrument qui nous permettrait de couper la vertèbre horizontalement. Ouais. Véritablement, et c'est pas inconcevable d'avoir quelque chose qui, en percutané, fait 2 tranches dans le sandwich. Et à ce moment-là, le matériel, tu placerais entre ces 2 tranches un matériel d'expansion qui, lui, pourrait donner le résultat qu'on escompte. Bien sûr. Moi, je voudrais te poser une dernière question. Est-ce qu'à la lecture de ces différents exposés, il est encore logique de mettre les malades qui ont des fractures avec un déplacement ou une syphose significative sous traitement médical pendant 3 mois en 2016? Ouais, disons que ça marche aussi, le traitement orthopédique. Après, je crois que ça dépend beaucoup de... Nous, ce qu'on fait, c'est assez simple, c'est qu'on leur propose. À part quand il y a une grosse syphose. S'il y a une grosse syphose, mais on voit bien que la plupart des patients, on est dans un tas de tranches où on discute, c'est entre 10 et 20 degrés, voilà. Là, c'est toujours un problème. Au-delà de 20 degrés, il n'y a pas de discussion. En dessous de 10 degrés, l'intérêt est quand même assez limité. Et pour tous les autres, on leur propose, voilà, soit vous allez avoir mal pendant en gros 3 semaines, parce que c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas mal si longtemps que ça. Vous allez avoir mal pendant 3 semaines, 1 mois, mais vous n'allez pas travailler. Et puis, il faut vous mettre en décharge ou avoir un corset, parce que finalement, le corset, ça réduit pas grand-chose. Hein. Ça a bien aperçu que finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Les corsets, c'est antalgique, mais en termes de réduction, c'est négligeable. Et on leur propose la discussion. La plupart, ils demandent à pouvoir se lever vite et aller travailler. Hein. Et est-ce que vous les contrôlez systématiquement à 1 mois? Parce que... Oui. Ah ben oui, mais c'est pas fait partout. Et c'est ça qui est un peu ennuyeux, parce que moi, je vois un certain nombre de patients qui ont eu des fractures traitées par corset et qui viennent 3 à 6 mois après, parce qu'ils ont majoré d'une manière importante leur tassement, surtout au niveau de la charnière dorso-lombaire, avec des syphoses angulaires embêtantes. Ah non, ça c'est sûr, ça on en voit régulièrement. Hein. Bien, écoutez, j'espère que cette séance vous a plu. La prochaine séance interventionnelle, ça va être l'automne prochain. Pour un orthopédiste, la seule chose que j'ai compris, la nécessité d'une salle d'opération de 60 à 100 mètres carrés avec une table, l'écho, radio et les scanners. Mais je crois qu'il faudra que les chirurgiens se battent pour avoir ça. Et il y a bien entendu. Et je donne la parole à...
Voilà, bah merci. Moi qui suis du pays de la Creuse, vous savez, le pays des maçons de la Creuse, ceux qui ont construit les immeubles parisiens sous Haussmann, j'ai été forcément très intéressé par cette belle séance.